Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on fait semblant. Tout le monde fait semblant que dans les 2 dernières semaines, ils n'ont rien dit publiquement. On fait comme s'il n'était rien arrivé. Il n'y a aucun voyage à Disney qui a été cancellé. Il n'y a aucune bouteille de vin qui a été enlevée des tablettes. Il n'y a aucun contrat Starlink qui a été déchiré. On fait semblant qu'on n'a pas paniqué. On va faire semblant qu'on a gagné la guerre commerciale aussi. Aujourd'hui, c'est la journée où tout le monde fait semblant. Bienvenue dans Yann et Frank. Moi, la vidéo d'hier, là, c'est vraiment celle-là. Là. Je pensais jamais que ça allait pogner tant que ça, que je la repartage de même. Là. Mais c'est pour ceux qui sont en audio, c'est le compte Libs of TikTok qui met une vidéo d'un employé qui a ça a l'air d'être la LCBO. Là. Et c'est écrit les Canadiens en train d'enlever des produits américains de leurs tablettes, des produits qu'ils ont déjà importés. Tu les as déjà achetés, puis tu les enlèves des tablettes. Ouais. Les appels au boycott, toi, chose. Il y a des enfants qui se sont fait dire par leurs parents qu'ils n'iraient pas à Disney cette année. Frank. Ouais. Ah oui, et puis les listes de produits. Hey, ça, merde, la liste de produits, si on est capable de la retrouver, mais moi, ça m'a tellement fait. Le premier que j'ai vu partager ça, c'était Dimitri Soudas. Il partage une liste de produits sur lequel c'est écrit. Ben, je pense que le blond modéré l'avait envoyé dans notre conversation de groupe. Je vais essayer de la retrouver, là. Mais dans cette liste-là, c'est parce que, premièrement, il écrit pas besoin de rien de ça. Et sur la liste, t'as X. La personne écrit ça sur X. C'est déjà ça part mal. Ben oui, exactement. On t'est OK. Pas besoin de tout ça. So, OK. à partir de maintenant, juste besoin de convaincre mon épouse sur Starbucks. Ouais, il y a juste un problème. C'est que, regardez, dans la liste, il y a X qui est en train d'écrire ça sur X. Et Nokia, là, c'est une compagnie américaine, ça, Nokia? C'est norvégien, finlandais ou suédois, je me rappelle jamais. Finlandais. Finlandais. Zara, là, C'est espagnol, ça? Ouais, c'est espagnol, Zara. OK. Hershey, c'est vraiment américain. Il y a une équipe de hockey qui vient jouer au tournoi Pee-Wee. Oui, c'est Pennsylvanie. Ben oui. Hershey, de la ville de Hershey, Pennsylvania. Ouais. Et c'est quoi qu'il y a là-dessus aussi? Kleenex. Kleenex, ça vient de où, ça, Kleenex? Je sais pas. Nestlé, me semble Nestlé, c'est pas en fait, sais-tu quoi? C'est ce que ça parle beaucoup, ce graphique-là, c'est que vous n'avez aucune idée d'où ces compagnies-là, la plupart, viennent. Et surtout, à quel point c'est réellement des multinationales. Est-ce que c'est réellement des compagnies américaines ou des multinationales? Kleenex est exploité en France par la société Kimberly-Clark et son siège social se situe à Nanterre. Mais j'ai aussi, je l'ai trouvé celui-là du voyage oui, à Disney. Le voyage. Ben oui, le voyage à Disney. Écoute, c'est quelque chose, là. Pourtant, Dimitri, il n'est pas tout le temps à côté de la traque. Là. Ah non, mais l'émotivité. C'est quoi qu'il nous disait, le docteur Arruda? La peur nous faire une chose qui n'ont pas de crise de bon sens. Grand changement pour notre famille. Nous venons d'annuler notre voyage en Floride pour 6 personnes. Pas de Disney, pas de voyage aux États-Unis pour le moment. Désormais, nous faisons le choix conscient de soutenir des entreprises qui correspondent à nos valeurs. Cela signifie ne plus acheter de produits fabriqués aux États-Unis. Chaque dollar est un vote et nous choisissons d'investir les nôtres autrement. 214 000 vues, 4 000 likes. C'est ça qu'on appelle du virtue signaling? Sais-tu à quoi ça me fait penser, ce genre de synthèse qu'on a vu sur les réseaux sociaux? Ça me fait penser aux gens, dans le début de la campagne de vaccination, qui mettaient des photos de leur bras avec un aiguille dedans. Là. Du virtue signaling. Qui allaient se faire prendre en photo au centre de vaccination. Tu sais, ils peuvent pas se contenter de le faire. Il faut qu'ils disent qu'ils vont le faire. Parce que c'est ça la vraie endgame de ça. Parce qu'en réalité,
En réalité, il n'y en a pas de voyage annulé. En réalité, il n'y en a pas de changement. Si je quitte le podcast présentement, je prends mon char, je m'en vais au Costco, là, c'est plein de monde. OK? Puis le Walmart, pas loin de chez nous, c'est rempli de monde aussi. Puis il n'y a personne qui a changé son iPhone pour un cahier Canada. OK? iPhone pour un cahier Canada. Non, mais c'est ça la réalité. Ça, c'est de la substitution. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on est sûr que le cahier Canada est fait au Canada? Il l'est probablement pas. Donc ça, c'est Tasha Carradine, une autre grande conservatrice, qui... Conservatrice. Ouais, c'est ça. Elle nous disait, regarde, voici ma liste là, quand je vais aller à l'épicerie. Fait que là, pour s'acheter son yogourt, là, elle dit... C'est quoi qu'elle dit? C'est ça. Touchez pas à Kraft, achetez Saputo, Black Diamond, Armstrong dans les marques canadiennes. Fromage, achetez pas le Philadelphia, achetez Lactantia, Trisetta, l'Agro Pur. Attends un peu, elle se fait-tu ramasser par Savage France Gagnon dans les commentaires? Oh, Savage France. Hey, la héroïne des 3 Afuera d'hier soir, je pense, hein, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Hier, petite plat comme ça, France Gagnon a été reçu par les 3 Afueras, donc avec notre ami Samuel Rasmussen. Là, pour ceux qui s'ennuient du débrief, c'est sur Patreon, ça se passe maintenant. Donc, l'épisode numéro 13 qui s'appelle France Gagnon dompte les 3 Afueras. France, la vétérane, nous livre des anecdotes croustillantes sur la haute fonction publique québécoise. Il explique aux 3 petits bums comment tout cela fonctionne. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Ça fit le personnage. Mais France, qu'elle disait en commentaire, elle dit non, mais quel enfantillage, combien de Canadiens travaillent dans ces entreprises en publiant cette liste avec des entreprises qui sont installées ici. Vous nous démontrez que soit être dans l'émotif au lieu d'être rationnel, décevant. Puis Jeff marque en bas, parce qu'elle avait marqué, genre comme marque, prenez pas Pepsi, prenez Canada Dry. Jeff, il dit Canada Dry is owned by Dr Pepper. Oh man. C'est une game stupide qui mène à rien. Là. Fait que, tu sais, je veux dire. Puis la raison pourquoi cette game-là est stupide, c'est des trucs qu'on explique très bien là, dans le trio économique qui va être publié vendredi sur Patreon, mais vous n'avez pas idée comment nos économies sont intégrées. Est-ce que vous pensez qu'il est Canadien et pas réellement Canadien? Est-ce que vous pensez qu'il est Américain et pas réellement Américain? Je veux dire, la plupart des composantes de ce qui a été assemblé ne viennent pas nécessairement de ces pays-là. Tu sais, je veux dire, c'est la beauté de l'économie qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on prend pour acquis, là, vous avez un produit fini, là. Puis vous regardez votre produit fini, puis vous dites, OK, il y a combien de composantes là-dedans, si tu inclus l'emballage, puis le transport, puis tout ça? C'est des centaines et des centaines de composantes qui a fait en sorte que vous avez créé votre produit fini. Fait que le produit fini soit créé par la compagnie canadienne ou américaine, là, pour vrai, là, ça change fuck all, là. Parce que les pièces viennent de partout sur la planète. C'est l'économie dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est une économie de libre-échange. Donald Trump, il l'a appris hier à ses dépens aussi. Tu sais, je veux dire, moi, ce qui me fascine, il y a toutes sortes de gens présentement dans l'aftermath. Là. Il y a toutes sortes de gens. Il y a évidemment ceux-là qui font semblant, ceux-là que je riais un peu dans l'ouverture du show, ceux qui font semblant qui n'ont pas paniqué dans les derniers jours. Fait que les autres, ils ont l'air fous un peu, mais bon, on s'amuse à rappeler certaines choses. Mais il y a aussi les fanatiques. Les fanatiques, ça, c'est une autre gang. Ceux qui vont dire que Justin Trudeau a gagné. Il a été ferme. Il n'a pas trop concédé. Il y a des gens présentement qui soutiennent la thèse que Justin Trudeau a gagné l'affrontement avec Donald Trump. Puis comme si c'était vraiment un match de lutte. Puis qu'il peut partir la tête haute. Elle est très heureuse du comportement du premier ministre Trudeau en fin de règne. Mais il y a aussi les fanatiques qui disent que Donald Trump a gagné sur toute la ligne. Beaucoup de gens qui pensent que Donald Trump a gagné l'affrontement. En fait, si vous cherchez réellement qui est-ce qui a gagné hier, là, ce qui a gagné hier, c'est le capitalisme. Exact. Le libre-échange. C'est ça. Le grand victorieux hier, c'est le capitalisme. Les bourses qui finissent par prendre acte que Trump était sérieux avec le Canada et le Mexique, les bourses qui se ramassent négatives en début de journée, en début de session, ont simplement démontré à Donald que non, t'as peu. Là. Canada, Mexique, tu touches pas à ça. Là. Parce que
il y avait 3 tarifs qui étaient implantés hier. Il y avait la Chine, le Canada puis le Mexique. Canada et Mexique obtiennent tous les deux un sursis. Le Mexique aux alentours de 10 heures, qui a fait remonter dramatiquement les bourses. À peu près la moitié ou le 3/4 de ce qui avait été perdu a été repris. Soit vous regardiez le Dow Jones, le Russell 2000, que vous regardiez le Nasdaq, que vous regardiez le dollar canadien, la bourse canadienne. 50% de ce qui avait été perdu a été repris aux alentours de 10 heures le matin quand on a annoncé que le Mexique avait un sursis de 30 jours. Parce que tout le monde anticipait que la suite logique, ça allait être la même chose pour le Canada. Là. Exactement. Parce que même la bourse canadienne remontait parce qu'on se disait, OK, c'est juste une question de temps, parce qu'on savait que Trudeau avait un call à 9 h le matin et qu'il en avait obtenu un deuxième à 3 h l'après-midi. Même moi, à 3h45, j'étais là, on n'a pas de nouvelles, tu sais, j'étais allé gosser un peu sur Twitter, tu sais, j'écrivais Trudeau, call, Trump, Puis tout ce qu'on disait, c'est que Trump, en sortant, il dit, on a eu un bon call, ça a vraiment bien été, vous verrez. Ouais. Mais moi, je pense que quand ils se sont parlé, je n'étais pas là, je veux dire, ça, je spécule, mais moi, je pense que quand ils se sont parlé à 9 h le matin, ils ont conclu qu'il allait avoir quelque chose. Puis Trump, il a dit, t'as jusqu'à 3 h pour m'arriver avec quelque chose qui a de l'allure. L'offre qui est faite par Trudeau ressemble quand même fortement à l'offre qui est faite au mois de décembre, de ce qu'on comprend. Hey, l'État de poste national, as-tu pris le bord rien qu'un peu? Les agents aux frontières, regarde là, on anticipe, là, mais je te le. Je peux amener à l'écran ton tweet aussi, là, si tu veux, là, parce que j'ai trouvé que tu synthétisais bien là, ce que tu as pensé avec ça sur ce qui s'est passé. Les grands gagnants, c'est ça, c'est les marchés hier. Les marchés qui ont montré à Donald Trump, écoute, tu peux pas agir en péquiste avec l'économie américaine. L'économie américaine ne peut pas se refermer sur elle-même, ne peut pas activer du protectionnisme et penser rester forte et résiliente. Le dollar américain est un dollar qui est fort. L'économie américaine est une économie qui importe énormément de biens et services. Et ça l'améliore énormément sa propre productivité. Parce qu'elle a une faiblesse, l'économie américaine. C'est l'hyper-endettement de son gouvernement. Vous n'avez pas idée comment le gouvernement américain est vraiment endetté. Il est dans la dette par-dessus la tête. Mais ils sont capables d'être productifs, ils sont capables d'être efficaces parce qu'ils ont beaucoup de libre-échange et ils importent beaucoup de biens et de matières premières de l'étranger ou de composantes, ou peu importe, appelez ça comme vous voulez. Ils importent beaucoup de trucs de l'étranger grâce à leur devise forte et ça l'aide à maintenir le taux d'inflation très bas malgré le fait qu'ils impriment un shitload d'argent. Là. Fait que tu sais, ça fait quand même que l'économie américaine est plus fragile qu'on pense. Exact. Si c'était une économie américaine basée sur un fonds souverain, par exemple, comme en Norvège, il y aurait peut-être moins ce problème-là. Ils pourraient plus jouer au protectionnisme probablement puis ils seraient capables de tirer leur épingle du jeu. Mais c'est une économie qui est dépendante au libre-échange présentement. D'ailleurs, il a annoncé là, la création d'un fonds souverain. Ça, c'est pas surprenant, mais je veux dire, il ne règle pas plus son problème d'endettement avec ça. Si tu as le fonds souverain avec une grosse dette, ça ne sert à rien. Là. Puis, ce qui est à comprendre, comme je dis, il y avait 3 tarifs qui étaient en vigueur. Fait qu'hier, les bourses remontent à l'annonce du Mexique, vont remonter ce matin à l'annonce du Canada. Tout indique que ça va remonter ce matin avec l'annonce du Canada. Et tout redevient vert. Mais le tarif de la Chine est toujours en vigueur. Oui. Les bourses avaient anticipé que le tarif de la Chine serait en vigueur de toute façon. Il n'y a personne qui est surpris de voir ce tarif-là avec la Chine. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas que c'est une bonne chose. Moi, je pense que ça va éloigner la Chine des États-Unis. Si tu éloignes la Chine des États-Unis, tu accélères le pas vers un affrontement éventuellement dans le futur. Le meilleur moyen d'éviter des affrontements militaires avec des puissances, c'est des relations commerciales fortes dans ma tête. Les États-Unis ne prennent pas la bonne direction. Remarquez que les Chinois ne prennent jamais la bonne direction non plus de leur côté. Mais ça, c'est ce qui s'en vient inévitable. Cet affrontement-là va avoir lieu éventuellement dans les 20 ou 30 prochaines années. On ne sait pas quand. Ça va être de la merde, mais ça va finir par arriver. Ouais. Pour nous autres, par contre, ça pourrait être une compensation dans une mauvaise nouvelle, dans un certain sens. Parce que si on est intelligent, ce qu'on n'est pas, quand je dis nous, je parle pas des Canadiens puis de tout le monde. Je parle des dirigeants. Je parle de nos dirigeants, les imbéciles qui nous gouvernent. Parce que, pourquoi je dis ça? Écoutez bien ce qui suit. La Chine, évidemment, a riposté. Et la riposte de la Chine, à mon avis, il semble un peu plus stratégique et intelligente que celle du Canada et du Mexique. Qu'est-ce qu'eux proposent? Ils proposent de restreindre les exportations chinoises de minéraux clés. Donc, ils essaient de couper l'approvisionnement qui est nécessaire stratégique, des trucs stratégiques aux Américains.
Qu'est-ce qui est l'occasion en or pour le Canada là-dedans? Chris, on a tous les mêmes minéraux qu'eux autres dans le sol. On les a tous. Là. Puis je pense que un des arguments de négociation majeurs là, avec une puissance comme les États-Unis, c'est pas d'essayer d'enlever les bouteilles de la LCBO, de la SAQ, puis de dire on va arrêter d'aller au Costco. C'est de dire, comment on peut vous aider? Là? C'est de dire, écoute, mon grand, là, je vais t'expliquer quelque chose. Là. Tes cochonneries que tu as besoin pour fabriquer tes affaires, puis tous tes business, tu as le choix. Tu les prends aux Chinois qui essaient de te fourrer, de voler tes brevets, puis d'arnaquer les entreprises américaines, ou chez nous. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle il y avait 10 et non 25 sur le pétrole, c'est lui. Là. C'est que quand il y a eu des discussions avec sa gang, puis quand il y a eu des discussions avec Daniel Smith, c'est un peu ça qu'il a dit. Là. Il a dit, le type de pétrole qu'on vous envoie, c'est pas compliqué. Soit tu le prends chez nous, soit tu le prends dans des pays de cul. Là. Puis tu sais, Trump, est-ce qu'il avait vraiment l'intention d'appliquer les tarifs? Peut-être. Je pense que lundi matin, il n'avait plus l'intention de les appliquer parce que la réaction des marchés n'était pas ce qu'il pensait. Moi, j'ai une tendance à penser que le gars croyait vraiment que les bourses ouvriraient au vert le lundi matin parce qu'il pensait que c'était bon pour l'économie américaine d'utiliser le protectionnisme. Tu sais, quand on dit qu'il est un peu péquiste au niveau économique, là, c'est très ça. Là. Parce que, à un moment donné, il va falloir arrêter d'être hypocrite, les Québécois. Là. Alors, regardez vos réflexes premiers en termes d'économie. Là, c'est exactement les mêmes que Donald Trump. Des réflexes qui sont généralement stupides, qui sont mal avisés et mal informés. En économie, on pense toujours que l'achat local, ici, là, c'est la chose la plus merveilleuse au monde, alors qu'en réalité, c'est ce qui nous appauvrit. Là. Mais check la réponse de Cave, qui était généralisée puis encouragée par les médias et les politiciens. Ouais, vu qu'ils nous enlèvent le libre-échange, on va acheter juste des produits locaux. Ben oui, mais sans même. C'est comme pourquoi tu le fais pas déjà? C'est comme dire que pour se plaindre que quelqu'un est raciste, je vais l'être moi aussi. Voyons, à quel point c'est toton comme réflexion. Tout le monde s'appauvrit. Le défaut qu'on a, c'est qu'on va toujours penser à nos propres choix. T'sais, on fait l'analyse avec nous autres. Mais c'est facile de choisir un produit différent. J'ai juste à porter attention. Ouais, mais si tu choisissais déjà le produit américain versus le produit canadien, il y a une raison. C'est que tes préférences faisaient en sorte que ce produit-là t'intéressait plus. Exact. Ou le prix t'intéressait plus. Donc, forcément, si tu t'en vas vers ton deuxième choix parce que tu veux te faire du bien à l'intérieur de toi-même avec l'achat local puis du virtue signaling, ça reste que selon ton ensemble de préférences de base, c'était pas ça ton premier choix. Donc, tu diminues ton utilité en termes économiques. Mais ça, on dirait que les gens ont de la misère à le saisir. Puis, à un moment donné, tu es là, tu te dis, crème, c'est bien beau là, si on fait l'analyse sur le yogourt, puis les oranges, puis les bananes, puis on peut se questionner, tu as besoin de manger des bananes, moi, là au mois de février? Puis... Mais tu sais, vous rendez-vous compte jusqu'à quel point c'est stupide, cette affaire-là? On vit dans une économie abondante. Puis cette économie abondante-là nous donne une diversité de choix tout simplement incroyable. Diversité de choix qui est quand même beaucoup moindre que celle des Américains. Je veux dire, si vous faites de quoi de moindrement spécialisé, moi, par exemple, je trippe sur l'achat d'équipements de baseball. C'est bien ce qu'on a disponible au Québec puis au Canada. C'est quand même vraiment bien, mais à toutes les fois que je vais aux États-Unis, je capote comment j'ai pas de choix ici par rapport aux États-Unis. Fait que, tu sais, à un moment donné, réalisons que l'abondance de choix qu'on a comme Canadiens et que les Américains ont, cette abondance-là qui est même plus grande que la nôtre, vient du libre-échange. Et vous voulez cette abondance-là. Vous aimez cette abondance-là. Si vous vous faites croire que vous n'aimez pas ça, je veux dire, c'est comme le vegan qui essaye de se faire croire que sa toast au tofu est bonne pour vrai. Là. Ben, c'est ça. Mais ça revient un peu à ce qu'on disait, Yann, sur... C'est que dans le fond, t'avais comme deux visions des tarifs. Puis je pense que les marchés, puis la plupart du monde qui réfléchissent, ont cru que Trump ne croyait qu'à ça pour des raisons de négociation. Et quand ils ont vu l'hypothèse que, OK, je pense qu'ils croient peut-être à ça économiquement parlant pour vrai, là, c'est là que ça a flanché. Parce que tout le monde a compris que si tu utilises cette menace-là, regarde, va te coller ça un 25 % si tu fais pas ce que je te dis, c'est un instrument de négociation et de chantage, pour le dire en bon québécois. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Sauf que si tu commences à penser que c'est bon de faire ça, nonobstant des résultats que tu obtiens dans ta négociation, là, il y a un problème. Parce que c'est pas vrai que c'est bon. C'est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour nous autres, c'est mauvais pour eux autres, c'est mauvais pour le consommateur, pour le producteur. En fait, c'est bon pour personne. Personne. Exact. Puis il y a des indices quand même qui ont été laissés dans cette crise-là. Puis je pense que
Si on était intelligent, là, au lieu de se crisser la tête dans le sable puis faire semblant qu'il ne s'est rien passé parce que vous avez honte de vos propres tweets dans les dernières semaines, là, ben, si vous regardez vraiment la situation, vous dites qu'il y a plusieurs leçons à tirer, puis il y a plusieurs apprentissages à faire, et il y a plusieurs indices aussi sur ce qui s'en vient. Parce que oui, il va y avoir une renégociation de l'ALENA avec Donald Trump, ça c'est sûr. Entre les 2 appels téléphoniques hier, il donne une petite conférence dans le Oval Office avec des journalistes, et il y a 2 indices là-dedans qui sont vraiment pertinents à comprendre. Dans cette interview-là, qui est disponible sur YouTube si vous la cherchez, vous allez voir que très clairement, Donald Trump dit que c'est très difficile de faire de la business avec le Canada. Par exemple, nos banques américaines n'ont pas le droit de faire de business du côté canadien. Il vient de vous donner un indice sur ce qui s'en vient dans ses demandes avec l'ALENA. Il y a du monde qui dit que c'est pas vrai. Ça, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est vrai, je veux dire. Les banques américaines, tu sais, je veux dire, le système bancaire canadien, c'est un drôle de système. C'est un oligopole. Il y a les 6 grandes banques, il y a une couple de petites banques virtuelles, mais que ça tient à rien un peu. Il y a Desjardins, évidemment, qui est de son côté. Mais quand tu compares ça au système bancaire américain, où est-ce que tu as des milliers de banques différentes, tu as des banques régionales, des banques locales, des banques nationales, je veux dire, c'est hallucinant là, la différence de choix qu'il y a entre les deux. On a des versions des banques canadiennes aux États-Unis. RBC a sa branche aux États-Unis. Desjardins a sa branche aux États-Unis, tout ça. Les branches américaines disponibles au Canada, c'est minuscule ou très, très, très mineur, très secondaire, c'est marginal. Fait qu'il y en a probablement, je pense que j'ai déjà vu un Bank of America à un moment donné, version canadienne, mais tu sais, c'est juste des affaires très, très... OK, fait qu'on est encore dans une histoire de fact-check, genre, il a menti, il y en a une. Oh, ouais, c'est carrément ça. Tu sais, la présence des banques américaines dans le sol canadien, je veux dire, c'est insignifiant, là. Ça mérite pas d'être détaillé, là. Fait que, tu sais, vous voyez que... Puis ça, les banques canadiennes, on sait qu'ils sont protégées par le gouvernement fédéral. Puis les caisses, POP, par exemple, ou des trucs de même sont protégés, eux, par les gouvernements provinciaux. Fait que il va y avoir des demandes dans la prochaine négociation de l'ALENA sur le système bancaire canadien. Les banques canadiennes là, font partie des plus grosses compagnies au monde. Là. Si vous regardez les valeurs, les capitalisations boursières de RBC, de TD, Scotia, c'est des très grosses entreprises, alors que ça ne devrait pas être le cas, parce que le Canada, c'est un tout petit pays. Là. Ces banques canadiennes-là ne devraient pas être grosses en théorie. Ce que tu disais, là, regarde, on commence à revoir du verre. Oui, exactement. Fait que ça, c'est une des demandes. Et évidemment, il a parlé énormément d'agriculture. Il a parlé énormément... Dans ce 2 minutes-là, il y a une clip de 2 minutes qui est disponible. Il ouvre exactement son jeu sur ce qui va se passer en 2026. Fait que si vous avez l'air surpris, dans 1 an et demi, quand on va négocier l'ALENA avec Donald Trump et les États-Unis, qu'il y ait des demandes de son côté sur le système bancaire puis l'agriculture, puis vous avez l'air d'un chevreuil en avant d'un véhicule, asti que vous n'êtes pas bon. Ouais, on va vous l'avoir dit ici, en tout cas. Là. C'est écrit dans le ciel, ce qui se passe. Il va y avoir des demandes. Il n'a pas parlé de télécom, mais à mon avis, il va y avoir des demandes éventuellement sur les télécommunications aussi, parce que ça aussi, c'est un marché protégé au Canada. Tu sais, des marchés... Les Canadiens et les Québécois aiment beaucoup les marchés protégés. Quand Donald Trump dit que c'est très difficile de faire la business au Canada, il a raison. Ben, écoute, l'autre conclusion logique, puis bravo quand même à Emmanuel Latraverse de l'avoir écrit, au moins il faut souligner quand les articles sont bons, là. Mais elle l'a écrit carrément là, que les tarifs interprovinciaux sont absurdes. Puis j'essaie de retrouver son article, mais c'est pas grave, là, parce que la conclusion de ce que tu dis là, c'est un peu. En fait, l'illustration de ce que tu dis là, c'est un peu ça. C'est que, dans le fond, pourquoi les compagnies québécoises, puis ontariennes, puis toutes capotaient autant là-dessus, c'est que, Chris, pour la plupart d'entre elles, c'est plus facile exporter leur shit aux États-Unis que dans une autre province, exact. Parce qu'on est les champions du protectionnisme puis des tarifs interprovinciaux. Puis ça, c'est l'autre grande leçon à tirer de ça, parce que moi, je suis vraiment content que cette guerre tarifaire-là ait mis... Puis c'est un peu unexpected. Je ne sais pas exactement qui a starté ça. Je sais qu'il y a le rapport de Deloitte, ça, qui est tout simplement vraiment utile dans cette histoire-là. Mais que ça allait sortir, et c'est repris par beaucoup de politiciens. Parti conservateur du Québec l'ont repris. Ils font un cheval de bataille avec ça. Parti conservateur fédéral l'ont repris, en font un cheval de bataille. Parti libéral du Québec avec François Beauchemin ont repris la même chose et vont dans cette direction-là. Donc, les colonnes du temple québécois
et canadiens bougent de ce côté-là sur les barrières interprovinciales. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Domi à Legault, il a l'air encore aux fraises sur ces histoires-là. Là. Mais la réalité, c'est qu'il se passe de quoi d'important de ce côté-là. Le Parti libéral recommence à devenir libéral avec des propositions du genre. Le Parti conservateur ont maintenant du matériel pour aller de l'avant. Je pense qu'Éric Duhaime va pouvoir parler de ces affaires-là facilement. Et le Parti fédéral va en faire un cheval de bataille. Quand que Pierre Poilievre parlait de gatekeeper au niveau de l'immobilier, ben, je pense qu'il va pouvoir parler de gatekeeper au niveau des premiers ministres provinciaux. Et cette bataille-là, s'il décide de l'amener, c'est une bonne bataille pour les Canadiens, c'est une bonne bataille pour les Québécois, parce que c'est nous qui en souffrent de ces barrières tarifaires-là. Le PIB du Québec, si on abolit ces barrières tarifaires-là, pourrait augmenter de 4,8 %. Carrément. Je veux dire, est-ce que vous le prendriez demain matin, 4,8 % de plus de PIB, 4,8 % de plus de richesse, probablement genre 5 ou 6 % de plus de taxes et d'impôts pour le gouvernement, de recettes fiscales? Est-ce que vous le prendriez? Ben, moi, je pense qu'on le prendrait. Ben, ce serait aussi plus de produits sur vos tablettes, plus de diversité, Ben, plus de plus de tout, là. Ça, c'est le genre de discussion d'adultes qu'on devrait avoir le mardi matin suite à cette guerre tarifaire-là, qui n'a pas eu lieu finalement. Ouais. Au lieu d'avoir des hosties de propos débilitants comme celui-là. Là. Ben voyons donc. Ça, c'est Mme Tartampion. Non, mais là comment ça qu'une chroniqueuse peut... Pourquoi qu'une chroniqueuse du Journal de Québec peut comparer Donald Trump à un terroriste? De quel droit elle fait ça? Je veux dire, c'est gênant, là. Non, c'est gênant. C'est le niveau d'enfantillage, man, est gênant. C'est gênant. Et puis, des discussions d'adultes, vous pouvez en avoir rien qu'un peu. On peut parler de sécurité également au niveau du transport énergétique. On a découvert une grande faiblesse du Canada dans cette histoire-là. On n'est pas capable de faire passer le pétrole albertain au Québec ou même aux raffineries dans le coin de Terre-Neuve sans l'aide des États-Unis. Ils nous tiennent par les couilles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord de confier notre souveraineté énergétique aux Américains? Vous voyez bien que c'est pas intelligent. Ben, selon François Legault, oui. Là. C'est ce qu'il nous dit dans son... je l'ai ici, là. Mais moi, j'ai de la misère à croire que les Québécois, un peuple fier, autonomiste, qui cherche parfois à vouloir la souveraineté, puissent avoir comme stratégie économique de confier sa souveraineté énergétique aux Américains. C'est complètement stupide. Oui, et se limiter nous-mêmes. Parce que quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se limiter à un acheteur unique, puis on est pris par otage de n'importe quelle mesure de négociation. On l'a vu, on s'est fait prendre par les couilles dans cette histoire-là. Chris, je veux dire, hier, je m'amusais, je faisais des recherches sur toutes sortes de pays. Là. Chris, il y a plein de pays en Amérique du Sud qui importent du pétrole. Puis, sais-tu quoi? C'est pas nous autres qui leur en vendent. Pourquoi on ne vend pas à l'Argentine? Pourquoi on ne vend pas de pétrole à l'Argentine qui achète ça de la Chine? Ils achètent ça, c'est probablement en fait le pétrole des Russes qui achètent via la Chine. C'est parce que les pipelines ont de la misère à partir en Colombie-Britannique puis descendre en Amérique? Ou partir à Terre-Neuve puis descendre dans les Amériques en bas? C'est à cause de ça? Parce que le seul pipeline qui fonctionne un peu, c'est celui qui descend aux États-Unis? Ouais. Ils achètent des chars aussi, ils achètent du soya, ils achètent plein d'affaires. Puis Chris, ça vient zéro de nous autres. Puis ça, ce qui est chiant là-dedans, là, c'est que le baril de pétrole canadien, c'est toujours vendu à escompte par rapport au WTI, au West Texas. J'oublie tout le temps le troisième lettre. Là. Mais il se vend à rabais. Parce qu'on est fourré, on ne peut pas le vendre à personne. On est enclavé. L'Énergie-S, c'était ça l'objectif. Pourquoi qu'on bloque ça pour des Christy de Green? Ben oui. Ben pour un discours, là, regarde-moi... Elvis Gratton va t'expliquer ça. Là. If during your discussions today, the issues of pipelines came up, and whether Quebec would now support either an Energy East or some other kind of pipeline that would take Alberta oil out to markets other than the U.S. Yeah. Of course, right now, there's no social acceptability for this kind of project right now in Quebec. But, of course, situation, the economy, and what Mr. Trump is doing may change the situation in the future. So, pas mal if déjà changé, there's social acceptability, we will be open
to these kind of projects. But right now, there's no social acceptability. Y en a-tu de la social acceptabilité pour nous imposer ces hosties de chars électriques, un tramway, puis non, il n'y en a pas, puis ils le font pareil. Ben là, Mané, Chris, là, enlignez-vous les yeux dans les trous. Là. Ouais, puis la social acceptability, là, ça vient d'où, tu penses? Ça vient de tes leaders, sacrément. Ben oui. Prends les Greens, là, puis envoie-les promener. Une fois pour toutes. De toute façon, les Greens t'ont jamais aimé, ce de dommé. Ah non, hey, Buzz Lightyear, on met ça dans le garde-robe, là, puis ça finit, là. Non, non, C'est- là, il est donc bien tata, lui. Ah non, ils vivent dans une autre planète carrément, eux autres. Carrément. Juste avant de lire l'annonce de Trudeau, vous donner tous les détails au monde, vous rappelez nos commanditaires Ready for Canada. Si vous avez manqué le podcast avec Steven, il y a pas mal de monde qui l'ont écouté, allez le voir la semaine passée. On a essayé de répondre pas mal à tous les trucs, mais ça part dans tous les sens. Il y a tellement de questions. L'immigration, c'est tellement compliqué. Puis ça change vite. Donc, si vous êtes concerné par ça, autant comme employeur que comme employé, finalement, que comme personne, vous pouvez contacter Ready for Canada. Ils vont vous aider avec vos demandes. Range Brand, pour avoir les plus beaux vêtements, le plus beau brand country numéro 1 au Canada. Nous autres, on en faisait la promotion avant que ce soit bien vu de faire la promotion de produits locaux. On le fait parce que c'est plate, on aurait pu annoncer ça un matin. J'aurais pu avoir de l'air d'une bonne personne, enfin, faire du commerce local. Mais non, ils n'ont pas besoin, eux autres, de... sont bons. Fait qu'ils n'ont pas besoin de ça. Ça se ramasse partout, puis leurs vêtements sont... partout. Donc, rangebrand.ca, utilisez votre code promo YAN10 pour avoir le 10% de rabais et TLF Dessin pour les demandes en matière de plan 3D, dessin industriel pour tous les domaines de la construction. C'est vraiment des tops dans le domaine. Donc, allez visiter leur site web TLF Dessin. Écoute, juste terminer là, avec le message de Trudeau comme tel, là, où ce qu'on apprend, finalement, le gars nous dit qu'il va faire tout l'inverse de ce pourquoi. Parce que c'est incroyable, pareil, on a commencé à nous dire Trump, ce qu'il raconte sur le fentanyl, c'est n'importe quoi, il n'y a rien de ça qui existe, on est dans l'État post-national, tout est au Mexique. Et là, il nous dit carrément qu'il va déclarer comme organisation terroriste les cartels mexicains qui œuvrent au Canada. Donc, ils ont commencé par pas exister, maintenant sont sur la liste des groupes terroristes. Je viens d'avoir un appel productif avec le président Trump, nous dit le premier ministre démissionnant, puis démissionnant, on ne sait plus trop. Le Canada met en œuvre notre plan frontalier de 1,3 milliard de dollars. On renforce la frontière avec de nouveaux hélicoptères, de nouvelles technologies, plus de personnel. Les nouvelles technologies sur des drones chinois, ça? Ça a l'air. Une coordination accrue avec nos partenaires américains et plus de ressources pour lutter contre le trafic de fentanyl. Près de 10 000 agents, exactement le même chiffre que le Mexique, sont et seront sur le terrain pour protéger notre frontière. Attends un peu, mais pourquoi 10 000 agents, vous pensez? Trump était à la recherche de symboles. Oui, 10 000. Le même chiffre des deux bords de la frontière, même si le nôtre, la frontière est plus longue, puis tout ça, il s'en calisse. Même si le programme était plus grand au Mexique, il s'en calisse. Il recherchait des symboles. Il recherchait une victoire morale. Il voulait que Trudeau mette un genou à terre puis avoir un petit sourire en coin. Est-ce que je trouve ça intelligent? Non, je pense pas. Ouais. Donc, ce qui s'est passé là, j'ai pas trouvé ça intelligent. Mais il voulait asseoir son autorité. Et c'est ce qu'il fait. Mais... Présentement, tout ce texte-là, c'est Trudeau qui met un genou à terre et il dit « Pardon, mon oncle ». En plus, et ça c'est le plus ridicule, en plus, le Canada prend de nouveaux engagements. On va nommer un tsar responsable de la question du fentanyl. Ça, c'était dans le texte de Daniel Smith. Ça. Ajouter les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, s'assurer qu'on garde un œil sur la frontière 24/24, 7 jours sur 7, et lancer avec les États-Unis une force de frappe conjointe sur le crime organisé, le trafic de fentanyl et le blanchiment d'argent. J'ai aussi signé une nouvelle directive pour les services de renseignement axés sur le crime organisé et le fentanyl qui sera appuyé par un investissement de 200 millions de dollars. Les tarifs douaniers proposés seront mis sur pause pour au moins 30 jours pendant qu'on travaille ensemble là-dessus. Ah, il n'y en aura plus de tarifs. Là. Je veux dire, Trump n'aura pas l'acceptabilité sociale de Non, leur mais ils ne faire. feront pas ce game-là 25 fois, là, vous aurez compris. Mais au final, c'est quoi que je vous ai dit il y a une couple de jours? J'ai dit, ils vont trouver une manière de sortir que ça ait l'air d'un win-win, cette affaire-là. Si tu Trump a l'air regardes de gagner, Trudeau a l'air de gagner, la tout le monde a l'air présidence de du gagner. Mexique a l'air de gagner. Tu regardes aux États, je regardais les comptes là, conservateurs américains, là, les Charlie Kirk de ce monde et autres, là, puis le truc, c'était tout Trudeau bend the knee.
Trudeau kiss the master ring. Trudeau, nanana. Puis quand tu regardes les médias canadiens, c'est quoi? C'est « Mon Dieu, que Trudeau est bon, il nous a sauvés. » Puis leur réplique était intelligente. Puis là, Poilievre, il sait plus quoi faire. Puis Trudeau est bon. Puis au Mexique, ben, c'est Claudia Sheinbaum est une précurseur. Elle a montré la voie au Canada. Fait que finalement, ils nous ont setupé un truc pour que tout le monde ait l'air de des kings, alors qu'en réalité, tout le monde est un peu imbécile. That's it. Hey, on s'en va sur Patreon. Le show est vraiment pas fini. Vous avez 50% de rabais jusqu'au 14 février. OK? Ça, c'était notre rabais de la Saint-Valentin. Le premier mois, 50% de rabais. Abonnez-vous au Patreon. Il nous reste 1 heure complète de show. Ouais. Les gars m'ont dit, parce qu'on a toujours le feature de José Legault qui est très populaire derrière le Patreon, mais il y en a un autre qui gagne en popularité tranquillement. Derrière la porte, mes amis. On est rendu là.